Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation spécifique au clip 2023 section Young Adult Jeunesse. Mélo ayant choisi de ne pas participer à cette partie du prix, j'ai lu la plupart des romans seuls, sauf Mémoire de la forêt il me semble, je ne suis plus sûre. De toute façon je vous avais déjà parlé de Mémoire de la forêt, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. On va donc se concentrer dans cette vidéo sur les 4 derniers finalistes. Pour tout vous dire, ça va être une vidéo pas évidente à faire parce que je viens tout juste de terminer l'Empire des femmes Sapientia, enfin le tome 1 de la duologie Sapientia de Cassandre Lambert. Mais les autres, je les ai lus relativement vite et sur une période, enfin ça fait longtemps en fait. J'ai quand même pris soin de prendre des notes et vous le savez, quand je prends des notes, c'est généralement pas super positif. Donc c'est à dire que je garde mon téléphone à portée de main et je prends des notes sur les points qui me font tiquer en fait. Donc il y a une seule lecture sur laquelle j'ai pas pris beaucoup de notes. Je me suis dit à un moment, ah bah c'est sûrement parce que je les ai prises directement sur ma liseuse, puisque c'était les Royaumes Immobiles que j'ai lu du coup sur ma liseuse, mais en fait non, après vérification je n'ai pris que 2 notes sur ma liseuse et 2-3 lignes sur mon téléphone, donc malheureusement c'est pas ça qui va nous aider. Je vous propose donc que l'on commence par cette lecture que j'ai faite des Royaumes Immobiles de Arielle Holz. Finalement c'est celle avec laquelle, non c'est pas vrai, j'avais beaucoup d'a priori sur quasiment toutes les lectures du clip Young Adult. Celui d'Arielle Holz en l'occurrence, ce dont j'avais peur c'est l'univers des Fae. Puisque on va être dans cet univers là et moi c'est quelque chose qui ne me parle pas, voilà, ça ne me parle pas du tout, enfin comment dire, ça ne m'attire pas, voilà, c'est pas des créatures, si on peut appeler ça des créatures, qui moi me parlent, qui me font envie, dans lesquelles j'ai envie de me plonger. Je pense que c'est parce que c'est très lié à ma lecture à rater de Alexiane de Lys, Les ailes d'émeraude, voilà, qui avait été pour moi un carnage absolu. Moi en fait tout ce qui a des ailes de papillons, de fées, de trucs comme ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Le seul autre que j'ai lu, enfin qui me revient là tout de suite maintenant, c'est A Court of Thorn and Roses, je crois, qui doit être rangé dans ma bibliothèque VO. Je vais essayer de vous faire un résumé de ce dont je me souviens, enfin du début en tout cas, un petit pitch. Donc nous allons suivre, j'ai oublié son nom, franchement je suis une booktubeuse en carton, voilà. On est dans les Royaumes Immobiles et dès le début on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ivy et qui vit seule de façon complètement sauvage dans un manoir visiblement abandonné, sans personne, jusqu'à ce que quelqu'un, on ne sait qui, vienne la chercher en lui faisant comprendre, je sais pas trop s'il exprime ça dès le début, mais qu'elle est candidate au nouveau sacre, sacre qui sert à déterminer qui sera le prochain souverain du 4e royaume. On est sur du coup les Royaumes Immobiles sont divisés en 4 royaumes suivant les saisons, donc l'automne, l'été, l'hiver et le printemps, et en fait le roi du royaume de l'automne, est-ce l'automne? Je crois, je ne suis plus sûre, qui était le père d'Ivy, est décédé. Voilà, y a eu une guerre, on comprend ça, même si c'est pas très développé dans l'univers. On suit également les petites manipulations politiques des reines. Comme le royaume d'automne n'a a priori pas d'héritier, elles ont déterminé qu'il fallait lancer un sacre et que pour pouvoir accéder à ces épreuves, il faut déterminer qui va faire ces épreuves, et donc elles ont décidé de mettre pour règle que chacune d'entre elles choisissent 2 jeunes femmes de leur propre royaume et les propose aux épreuves. Donc ça fait 6 candidates, plus Ivy qui débarque là-dedans, emmenée par quelqu'un qui se dit fidèle à son père, un personnage assez compliqué à cerner, et donc personnage qui la présente aux épreuves, et je ne sais plus pour quelle raison exactement elle ne peut pas être interdite
de candidater, probablement parce que c'est un peu la candidate légitime du royaume de l'automne. Et donc voilà comment Ivy va se retrouver propulsée d'une vie de sauvage où elle vivait seule avec 2-3 servantes dans un manoir à une vie à la cour avec des parures, des dorures, des habilleuses et tous les complots politiques qu'il y aura au cours de ce sacre, puisque forcément chacune des 6 candidates est très intéressée par le trône. Je peux déjà vous dire, rien qu'en faisant ce résumé, que finalement moi c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Et d'ailleurs je comprends pas que je l'ai pas noté, d'avoir une jeune fille qui est vécue seule, mais complètement seule dans ce manoir. Déjà qu'elle soit pas morte, mais bon. Je crois qu'elle arrivait à récupérer des pommes d'un arbre sous lequel sa mère était plantée, enfin sa mère décédée du coup était plantée ou je sais plus trop quoi. Bref, elle réussit à survivre, elle réussit à être éduquée et à se comporter en société. Et en fait, il y a toute une première partie du livre où du coup on va découvrir ce personnage et on va découvrir la personne qui vient la chercher. Et il arrive, je pense que c'est un peu l'objectif du voyage qui va les amener jusqu'à la capitale de je ne sais plus quel royaume pour le début du sacre. Il va réussir en fait à lui apprendre l'étiquette et à se tenir en fait. Et alors moi ça me laisse assez dubitative, même si elle est éduquée parce que elle a passé des années en fait avant que ses parents décèdent ou son précepteur ou je sais pas, elle a eu quand même, elle a appris à lire et à écrire et donc du coup elle profite de ses connaissances pour dévorer la bibliothèque du manoir, elle connaît tous les livres par cœur. Mais je pense que socialement parlant, ça reste quand même assez facile de dire qu'elle est capable de s'adapter aussi facilement. Elle est entourée de gens et elle réussit aussi bien à s'en sortir et à décrypter les gens en face d'elle. Je pense qu'il doit y avoir 2-3 passages où on émet des doutes là-dessus, mais c'est pas montré clairement. Je pense que un personnage qui a été aussi seul et qui a vécu aussi seul aussi longtemps peut pas se comporter de cette façon dans un milieu social. Voilà, bon, pour moi ça déjà c'était un gros questionnement. Ensuite, un autre point négatif, c'est celui que j'ai noté. Je pense qu'il y a un gros manque de subtilité dans l'introduction. Je crois que c'est l'introduction des créatures notamment qui m'a marquée. Bon, j'ai mis l'introduction des créatures, des personnages et du monde. C'est vrai qu'il y a cet aspect très bloc explicatif. Alors ça peut passer parce que la jeune femme va découvrir en fait des tas de trucs, donc bon voilà, comment dire, qu'elle ne le connaisse pas et que ce soit exposé dans des gros blocs narratifs, pourquoi pas, mais je trouve ça dommage que ce soit pas un peu plus que les détails soient pas donnés de façon plus subtile et plus smooth, voilà. Là j'ai vraiment eu cette impression, je m'en souviens d'avoir, en particulier quand on découvrait de nouvelles créatures, et je vais en parler des créatures, d'avoir une description d'un bloc de à quoi ressemble la créature, donc ça veut dire que c'est telle créature en fait. Ça me permet toutefois d'enchaîner sur un point positif. On a des créatures qui s'appellent des pukas, si je ne me trompe pas, qui sont... Moi je dis créatures, mais parce que je sais pas comment on dit, il doit y avoir un terme pour ça, parce que ce sont des créatures humanoïdes et avec un sens de la raison, une intelligence, une conscience, parce que c'est des gens en fait, hein, tout simplement. Sauf que là en l'occurrence, et c'est là-dessus, enfin c'est de ça en particulier que traite le roman, c'est vraiment... Enfin je trouve, c'est un sujet de fond en tout cas, de cette injustice que vivent les pukas qui sont vraiment réduits en esclavage et qui sont considérés comme des moins que rien par rapport aux fées qui eux sont les créatures supérieures. On est sur un monde avec une politique à 2 vitesses et une forme d'esclavagisme. Et donc en fait je trouve que ça rend un petit côté voyage de Chihiro en fait, cette présence des différentes créatures qui se mêlent dans la société.
Voilà, après c'est très léger, faut pas chercher plus loin par rapport à Chihiro, mais moi c'est à ça que ça m'a fait penser et j'adore Ghibli. Donc en fait j'ai bien aimé cet univers, je m'attendais à pas l'aimer du tout à cause des a priori dont je vous ai fait part au début. Et en fait, très surprenamment, j'ai bien aimé en fait et je m'y attendais pas. Alors j'ai bien aimé cette partie de l'univers, je précise. Et ensuite le deuxième point positif c'est la plume d'Ariel Hall, c'est toujours je trouve très bonne. On est vraiment sur une plume je pense ciblée young adulte jeunesse qui reste relativement simple, mais il y a du vocabulaire, il y a de la fluidité. Il y a ce qu'il faut pour vraiment construire ce monde. La syntaxe ne m'a pas heurté, ce qui est souvent le cas. Ce qui est un peu le cas dans l'Empire des femmes d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour moi un point positif. Je pense qu'on en avait déjà parlé de la plume de Ariel Holz dans nos comparaisons sur les sœurs Carmine. Donc maintenant Ivy arrive à la cour. Elle va suivre un certain nombre d'épreuves qui sont les épreuves du sacre. Ce concept d'épreuve, je l'ai trouvé bien amené. Je sais plus de quel livre on parlait avec Mélo où on trouvait que les épreuves... Villa Anima, voilà. Si vous voulez, on vous a fait une comparaison sur Villa Anima que vous ne verrez qu'après cette vidéo, probablement la semaine prochaine. Où on disait que justement les épreuves avaient quelque chose d'assez redondant dans leur... Enfin voilà, il y avait quelque chose de très cyclique dans ce roman, ce qui n'est pas le cas ici. En plus on rajoute à ça des meurtres, des intrigues de cour, quelque chose d'assez sombre, des secrets, des personnages que j'ai trouvé assez présents et assez creusés en ce qui concerne les personnages secondaires. Il y a un petit aspect romance qui naît, mais je trouve vraiment sur la fin du roman. Il y a une petite partie flirt avant, mais c'est avec un autre personnage et ça fait partie du jeu de cour, enfin voilà. Donc honnêtement, j'ai plutôt que du positif à dire de ce roman en fait, alors que je m'attendais vraiment à pas l'aimer du tout, à pas accéder à cet univers et à cette histoire. Maintenant, je pense que ça rentre un peu dans la mouvance des intrigues de cour qui est sorti en même moment que ce roman, dont je n'ai lu aucun représentant. Je pense à Three Dark Crowns, enfin il y a eu... Je sais pas pourquoi j'ai que ce roman là en tête, mais je sais qu'il y en a eu plein des romans où voilà ça se passe avec des intrigues de cour. Voilà, donc ma foi, une lecture plutôt bonne, plutôt positive. J'ai pas trop adhéré à la fin et je ne dirai pas la suite parce que j'ai pas non plus, comment dire, apprécié assez les personnages pour être embarquée complètement et pour avoir envie de lire la suite. Maintenant c'est un roman que je peux recommander sans souci. Il faut pas se sentir freiné par le monde, par l'univers. Je trouve qu'il est bien fait et ma foi c'était ce qui me faisait peur, donc on est sur du positif. Maintenant on va passer sur des choses un peu plus délicates parce que... Je vous avoue, je sais même pas par lequel commencer. Ah, en fait j'ai fait les 3 lectures en avril, dis donc. Bah écoutez, je vais continuer avec le suivant que j'ai lu. Et là ça commence très mal parce que j'ai des notes. En vrai j'ai déjà fait ça de vous montrer, mais juste je peux scroller beaucoup sur mes notes parce que probablement j'ai passé un moment pas très bon, on va dire. De toute façon là aussi j'avais un gros a priori qui est l'autrice et la maison d'édition, j'avoue, parce que Plume Blanche, j'ai pas été très séduite. Le seul que j'ai vraiment apprécié c'est celui des Princes de Feu qui était vraiment bien. Mais de mémoire, j'ai du mal à voir s'il y a autre chose qui m'a passionnée, on va dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les ailes d'émeraude qui ont fait, franchement, enfin ça a été à l'époque où c'est sorti une vraie réussite. Enfin, tout le monde ne parlait que de ça sur les réseaux, ça parlait que de ça et c'était que le début je crois des réseaux, mais on en entendait beaucoup parler même des années après quand les autres tomes sont sortis. Les gens étaient super contents, étaient bien quoi. Et moi j'ai détesté, vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'en ai pas vraiment souvenir, je sais juste que oh là là, qu'est-ce que j'avais levé les yeux au ciel, qu'est-ce que j'avais trouvé que c'était incohérent sur certains points, qu'est-ce que j'avais pas aimé la plume, enfin voilà, c'est les choses qui me reviennent. Et donc là, et ben ma foi, vu tout ce que j'ai pris comme note, c'est pas terrible. Hein. Déjà, je vais commencer par la plume. La plume ne m'a pas plu, la plume ne m'a pas embarqué, ne m'a pas accroché.
Après ça on est d'accord que c'est quelque chose de très personnel, mais je la trouve pas jolie. Et ce que j'ai noté c'est que, donc je crois qu'on est sur une narration à la première personne, c'est trop oralisé en fait comme langage, comme plume, c'est trop oralisé. Même si c'est écrit à la première personne, il y a quand même, je trouve, un équilibre à trouver. Et là on est sur du trop, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous ai même pas fait de pitch en fait, comment j'ose faire ça. Ok, donc on est sur Tiziri, une jeune femme albinos qui vit dans une communauté sous un dôme. C'est du post-apo visiblement. Je sais plus exactement les tenants et les aboutissants de pourquoi ces humains se sont regroupés sous le dôme, et visiblement c'est les seuls survivants de je ne sais plus quel... je sais plus ce qui s'est passé. Elle est rejetée en fait, mais elle est quand même la meilleure faucheuse, je crois qu'ils appellent ça, du dôme, à savoir des chassés en fait, puisque ils peuvent produire énormément de choses sous le dôme, mais pas de la nourriture. Je sais pas pourquoi ils font pas de l'élevage, mais c'est sûrement expliqué. En vrai la construction de l'univers était pas trop mal expliquée, même si tirée par les cheveux parfois. Donc bon, soit. Donc elle est faucheuse, c'est la meilleure, même si elle se tire un peu la bourre avec un autre mec dont j'ai oublié le nom. Et puis l'élément déclencheur de cette histoire, c'est la disparition, je crois, de son ami Mehdi dans la jungle en fait. Hein, et ils vont tomber sur des restes et voilà, il va comprendre qu'il est mort alors qu'en fait il commençait à naître quelque chose en elle. Donc il y a déjà ça, plus le fait que jeune femme, elle est dédiée normalement à la reproduction. Alors elle n'en a pas archi envie, sauf si l'homme qui l'a choisi, parce qu'il me semble que c'est comme ça que ça se passe, c'est les hommes qui vont choisir les jeunes femmes. Elle sait qu'elle sera choisie par personne, mais elle, son espoir c'était que Mehdi la choisisse. Mais de toute façon on lui interdit on lui interdit de toute façon d'accéder à ceci parce qu'elle est porteuse du gène albinos, et ils font très attention alors au mélange des gènes chez eux, parce que j'imagine qu'il doit y avoir, enfin voilà, faut mixer un peu, il faut éviter les troubles génétiques. Donc on est sur une jeune femme qui est mal dans sa peau, qui est pas acceptée, qui le dit beaucoup, mais dont la seule fierté c'est d'être la faucheuse la meilleure de sa, j'ai envie d'appeler ça une tribu, mais du groupe de survivants quoi. Sauf qu'en fait pour devenir la meilleure, elle a décidé de faire des choses qui sont interdites, à savoir sortir du dôme et aller en zone interdite. Et pourquoi il y a des zones interdites? Parce qu'en fait en dehors du dôme il y a des créatures très dangereuses qui se nomment, j'ai oublié, les écomères, qui sont une race, moi ils m'ont fait un peu penser, je sais pas pourquoi dans les descriptions j'ai pensé à Avatar en fait. Et en fait bon, Tiziri elle a quand même un petit esprit critique, et puis un jour où elle se lance à la recherche d'un autre disparu, elle tombe sur un de ses... du coup le gars avec qui elle se tire la bourre, voilà, elle tombe sur lui en pleine recherche dans un endroit interdit, et en fait ensemble ils vont découvrir que si les anciens les empêchent et leur interdit d'aller au-delà d'une certaine zone, c'est parce que non seulement il y a les écomères qui sont très dangereux, parce qu'ils tombent sur des charniers et tout, enfin voilà, mais en plus visiblement ils sont pas là où ils sont censés être, c'est-à-dire qu'ils vont tomber sur un océan alors qu'a priori on leur avait dit que ça n'existait pas, sauf que l'océan a une couleur chelou. Elle va se faire kidnapper par les écomères, et là commence une histoire où elle est de l'autre côté de la barrière, et forcément elle va devoir revoir un peu ses a priori à elle sur ce peuple, sur ce qu'on lui a appris, et tout remettre en question en fait. Là comme ça, on se dit pourquoi pas, honnêtement sur la trame narrative, pourquoi pas, ça casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord. Franchement quand on est dans l'histoire et qu'on lit le truc, on se doute de ce qui va se passer, comment elle va réagir face aux écomères, comment eux vont réagir, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose que j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ça original, je pense que je l'avais déjà vu quelque part. Mais ça le fait, ça passe, enfin voilà, là-dessus j'ai rien à dire, honnêtement, c'est ok. Maintenant, au-delà de la plume, un des gros aspects, un des gros points noirs, je peux le dire, le gros point noir pour moi de ce récit, c'est l'héroïne, en fait, le personnage principal, Tiziri, qui est absolument insupportable. Elle est imbuvable cette meuf, et en fait comme on est dans sa tête tout le temps, mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long, c'est lassant, elle est en colère de façon perpétuelle. Il n'y a pas une page où elle s'énerve pas, et du coup c'est ultra négatif, mais tout le temps.
Donc ça je dirais que c'est le premier point négatif. Il y a aussi, je trouve, beaucoup trop de choses qui sont pas ou mal expliquées et qui relèvent de l'incohérence en fait. Et ça commence dès le début quand elle dit qu'elle prend beaucoup de risques en sortant de la zone autorisée pour la première fois, et puis en fait on comprend qu'elle y allait quand même assez souvent. Elle arrive à tailler une petite flûte dans le noir, et en 2 secondes elle sait en jouer alors que c'est un instrument qui n'existe plus. Je trouve qu'à plusieurs reprises Tiziri a eu des réactions qui ne correspondaient pas au portrait qui était fait d'elle. Elle a quelques réactions qui me paraissent complètement... voilà, tu sais pas d'où ça tombe, mais on dit à plusieurs reprises qu'elle a une mauvaise vue, donc elle vient seulement de remarquer les jambes des écomères. Donc c'est la première fois elle se retrouve dans une situation où elle est face à une jambe, et en fait elle avait jamais remarqué des détails auparavant parce qu'elle a une mauvaise vue, mais en voyant cette jambe là elle sait que c'est pas spécifique parce qu'elle l'a déjà remarqué chez d'autres écomères. Bon, j'ai noté que les explications n'étaient pas du tout amenées dans les introspections de Tiziri, ça m'étonne pas, ça va avec ce que je disais sur le fait qu'elle est très très chiante. Et d'ailleurs j'ai noté à plusieurs reprises qu'elle était bête, on va dire, hein, pour rester poli. Elle dit quand même qu'elle est face à un ennemi sans intelligence, alors qu'à plusieurs reprises on nous dit que les écomères ils ont des armes, ils savent communiquer entre eux et ils savent communiquer avec la nature. Donc en fait, partant de là, ça me paraît bizarre de considérer qu'ils sont pas intelligents. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait des explications pas du tout subtiles et qu'elles sont faites, en fait elles sont passées en mode dialogue indirect. C'est très 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 lourd. Il y a plusieurs questions qui sont restées pour moi. À un moment on décrit, je ne sais pas si ce sont les écomères qui sont décrits comme ça, comme des êtres mi-animaux, mi-végétaux, mais en fait on est dans un monde où les végétaux s'agitent, transmettent des messages et parlent, et ont visiblement des ressentis, des sentiments, donc du coup je sais pas comment on fait la distinction entre un homme et un végétal. Il y a un sujet autour d'une forme de technologie. Donc les écomères, on va découvrir qu'ils ont 0 technologie, parce qu'on va découvrir un peu leur mode de vie, d'ailleurs de façon pas très approfondie, j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage. Et vu les avancées, certaines avancées qu'ils ont, et je vous en dirai pas plus, j'ai trouvé ça étrange en fait, parce que pour moi il y a un décalage. Nous on voit bien dans notre histoire comment l'arrivée d'une technologie, ça en a déclenché une autre, puis 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 une autre. Et là, voilà, j'ai trouvé que c'était pas très cohérent dans la façon dont c'était amené. Et ensuite, dernière chose, on va rencontrer donc plein de bestioles un peu bizarres, un peu chelous que connaissait pas notre ami Tiziri. Il y a une espèce en particulier, on comprend que c'est une grosse menace, mais disons que l'autrice leur a donné des trucs distinctifs qui les rendent dangereux dans certains cas et pas dans d'autres. C'est-à-dire que nous sommes sur des créatures océaniques mais qui sont capables de jouer aux taupes, mais par contre ils peuvent pas grimper aux arbres. Parce que très clairement, c'est arrangeant pour le scénario. Puis à la fin on rajoute des relations type début de triangle amoureux. D'un seul coup il y a une espèce de in-love très très bizarre, très mal amené. J'aurais pu rentrer plus en détail sur plein de trucs mais je vais pas le faire. Juste c'est très 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 loin d'être la lecture de l'année. Je trouve que c'est pas très bien écrit, je trouve qu'il y a plein d'incohérences et je trouve l'héroïne très chiante. Voilà, ça fait en gros 3 points qui pour moi sont assez rédhibitoires. Malgré tout, point positif, j'ai trouvé l'univers finalement, à part ces petites choses un peu pas cohérentes et pas enfin voilà, un peu chelou, j'ai trouvé l'univers plutôt bien construit, même s'il n'y a pas d'originalité particulière. Maintenant, la place de la nature dans cet univers, on comprend très bien le message écologique que veut faire passer l'autrice, et ça reste un point positif. Voilà. Et puis on va switcher à la lecture suivante. Sistra, donc, c'est la 3e lecture que j'ai fait dans le cadre du PLIB, la 4e du coup, mais la 3e dont je vous parle là, dans le cadre du PLIB Young Adult. Je vais commencer par le petit pitch cette fois, en essayant de faire les choses bien. Donc nous sommes dans notre monde, c'est du post-apo, enfin post-apo, c'est de la dystopie en tout cas. Je sais pas trop situer en termes d'avancée, je crois qu'il donne une date. C'est pas non plus dans des centaines d'années, mais ça doit être... 2130, quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi j'ai ce chiffre là qui me revient, mais bon. Et en fait il y a eu en France en tout cas la mise en place de la politique de l'enfant unique, et lorsque cette politique n'est pas respectée, les 2 enfants sont enlevés à leur famille et ils sont séparés dans 2 instituts différents, l'Institut E et l'Institut F. L'Institut
E qui, il me semble, forme l'élite intellectuelle du pays, et l'Institut F qui va former l'élite du coup physique uniquement. D'un côté on a vraiment des personnes qui vont recevoir qu'une éducation intellectuelle sur des tas de sujets, vraiment pas de pratique en fait. Ils vont tout savoir sur les poisons mais sans jamais avoir fait de TP, ils vont tout savoir sur l'anatomie mais sans jamais avoir rien disséqué je crois, ils vont tout savoir sur la géographie, l'histoire, enfin voilà, les maths, la physique, mais sans jamais rien manipuler, et surtout sans avoir fait le moindre petit mouvement de sport. Ça c'est complètement interdit. D'ailleurs là en vous le disant je suis en train de me poser une question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à être en bonne santé. Et donc en face on a les enfants qui eux ne font que ça en fait, ils apprennent à se servir de toutes les armes possibles et imaginables, toutes les techniques de combat. L'anatomie, ce qu'ils en savent c'est où taper pour casser, tuer, enfin voilà. Et le principe c'est que quand l'un des deux frères ou sœurs a atteint l'âge de 18 ans, ils sont appelés tous les deux et ils vont se retrouver dans une espèce de Hunger Games où l'un doit tuer l'autre et il ne doit y avoir qu'un seul survivant. Et donc dans tout ça nous allons suivre Kali, la sœur aînée qui est à l'Institut F, et Kaya qui est la petite sœur à l'Institut E. Je sais plus combien d'années d'écart elles ont. On va suivre ces deux sœurs qui arrivent à ce moment décisif où Kali a ses 18 ans et donc elle sait que voilà, elle va devoir tuer sa sœur. Je crois que les frères et sœurs ont le droit de se voir, je sais pas si c'est une fois par an ou une fois tous les 3-4 ans. Enfin voilà, ils se sont rencontrés déjà à plusieurs reprises mais ils ont le droit de se voir qu'une heure et bon c'est un peu compliqué. On sent que Kali elle est vraiment pas bien à l'idée de devoir tuer sa sœur, et puis en plus elle se sent dans une position où elle se dit mais comment je vais bien pouvoir la tuer tout simplement avec les connaissances que j'ai alors que c'est une vraie machine en face. Voilà. Et à côté on a une Kaya qui est très sûre d'elle, qui elle pour le coup a aucun scrupule vis-à-vis de sa sœur. Elle la connaît moins, elle a moins de souvenirs. Parce qu'elle était bébé tout simplement. Je trouve que pour un univers de dystopie, il est plutôt bien amené, il est plutôt bien décrit. On a des informations au fur et à mesure sur les différentes lois, sur comment ça se passe éventuellement dans d'autres états. J'ai tendance à dire dans d'autres romans quand c'est pas subtilement amené. Là j'ai pas eu cette sensation d'avoir des gros blocs explicatifs. Donc voilà, on a ces deux personnages que j'ai trouvé assez intéressants. J'ai trouvé que la façon dont elles avaient été éduquées était plutôt, enfin, je vais pas dire cohérent, mais il n'y a pas d'incohérence, j'ai trouvé, dans ce qui ressortait de leur éducation, dans leur comportement. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Ce roman, il est vraiment découpé, on va dire, en deux grosses parties et une forme de résolution finale. Une première partie où on va les suivre toutes les deux, donc en alternant les chapitres Kali, Kaya dans leur formation, dans les derniers jours, les dernières semaines de leur formation, et une deuxième grosse partie où là ça va être la traque alors moi j'ai dit que c'était une arène mais c'est pas une arène, c'est des territoires où il n'y a plus de population, où les villes ont été abandonnées et en fait on les largue là-dedans. La nature a un peu repris ses droits et puis ils ont un certain nombre de jours je crois pour se débarrasser de l'autre en face. Ils sont filmés par des drones, donc voilà, il y a vraiment cet aspect Hunger Games que moi j'ai bien aimé retrouver mais sans que ce soit vraiment des jeux. D'ailleurs on sait pas trop, je sais plus trop si c'est précisé ce à quoi ils accèdent à la fin quand ils ont réussi. Quand ils ont échoué ils sont morts hein, mais quand ils ont réussi à quoi ils accèdent après comme vie, ça c'est pas très décrit pour le coup. Cette première partie elle était intéressante parce que, et un poil stressante aussi, je trouve que c'était plutôt bien rendu dans l'atmosphère parce que on est face à une Kaya où on découvre les capacités de Kaya et on est face à une Kali qui a un peu les miquettes quoi, mais qui se dit je peux pas me laisser faire comme ça, et donc du coup qui va tout faire, même des choses interdites, pour se donner le plus de chances possible. Et notamment elle va se rapprocher d'un jeune homme qui était à l'Institut F et qui a basculé à l'Institut E.
Ça pour le coup, moi c'est un truc que j'ai pas compris et c'est peut-être le point noir de ce roman, c'est que j'ai trouvé ça un peu facile. Il y a un mec qui était à l'institut F et qui débarque à l'institut E. Aucun des élèves ne pose de questions. En particulier Kali qui va pas mal échanger et traîner avec lui. Pourquoi lui, il aurait le droit à ces 2 formations? Est-ce que son frangin, normalement, il est censé être à l'institut eux du coup, comment ça se fait qu'ils se rencontrent pas? Enfin voilà, il y a plein de trucs là qui manquent et même en ayant lu la fin, je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû être amené de façon plus pertinente et cohérente, même si c'était essentiel au scénario, on est bien d'accord. Et donc la deuxième partie c'est quelque chose de plus trépidant, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup plus d'action parce qu'on est dans une forme de track. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Je me suis posé beaucoup de questions au fur et à mesure du récit en me disant ah mais là il manque une information, et en fait ces informations sont données plus tard. J'ai trouvé que c'était parfois maladroit la façon dont c'était fait. Il y a des choses auxquelles j'ai pensé et je me suis dit mais tiens, Kali qui est réputée super intelligente, pourquoi elle y pense pas? Et il y a des explications qui sont données mais je trouve trop tard pour vraiment justifier le manque d'explications initiales. Et puis il y a voilà, des petites choses qui m'ont un peu fait tiquer, mais vraiment rien qui me gêne vraiment dans ma lecture à part ces questionnements. J'ai fini par comprendre au bout de 3-4 fois que bon, ça servait à rien que je me pose trop de questions, au sens où après j'allais devoir attendre les réponses, mais que probablement je les aurais. Il y a quelques questions qui sont restées en suspens, il y a des alliances qui se mettent en place, il y a des trahisons, j'ai trouvé ça franchement assez bien fait. J'ai passé un bon moment, je l'ai écouté en audio lui aussi, hein, comme Tiziri. À la fin ça part un peu en live dans quelque chose qui est, je trouve, une résolution peut-être un peu facile par rapport à tout le récit et tout ce à quoi on s'attend. C'est pas mal fait, mais c'est peut-être un petit peu facile. Si je dois résumer, si vous voulez, on est vraiment sur un univers que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé bien amené. Une dystopie comme je l'ai aimé, avec quand même des petits rappels de Hunger Games. Bon voilà, ça fait pas de mal, hein, c'est pas grave. Face à ça, on a quelques maladresses, quelques petites incohérences sur lesquelles on a des manques d'explications qui du coup rendent les choses un petit peu incohérentes. Quelques maladresses, je dirais. Une fin un petit peu facile avec un manque de drame. Vous savez que moi c'est pas forcément le genre de fin que je préfère. Et il m'a manqué, je pense, de la peur, vraiment de la peur pour les personnages. J'ai pas flippé pour eux tout au long du roman. Davantage je pense au début qu'à la fin, ce qui est un peu illogique. Et du coup je me demande si c'est pas parce que je me suis pas assez attachée au personnage comme j'aurais dû m'attacher au personnage. Et je termine sur un point positif qui est il y a dans la création des alliances et les différentes relations qui se tissent entre les personnages quelque chose de bien fait, de bien amené, de très fort. Et ça pour moi c'est un très bon point positif, surtout dans un roman young adulte où on a tendance à voir naître des relations en un claquement de doigts, et là c'est pas le cas, on sent les choses venir. Alors oui, du coup ça peut paraître un peu chiant en mode ah là là on sait ce qui va se passer, bah oui, mais en attendant dans la vraie vie c'est aussi souvent comme ça que se passent les choses. En y repensant, je sais que j'avais vraiment envie d'avoir une suite à cette lecture. Je sais qu'il y a un tome 2 mais visiblement vu le résumé ça va plutôt touché aux États-Unis, à leur façon à eux de régler la surpopulation. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de tome 2, mais moi j'aurais bien aimé, donc j'en conclus que c'était un très bon moment. On peut le lire du coup comme un one shot, et ça c'est aussi un point positif, même si du coup il y a peut-être ce petit truc, ce petit goût de trop peu qui fait que je sais que j'ai bien aimé le roman et que j'ai passé un bon moment avec. Vous en avez sûrement entendu parler de ce roman, il s'agit de l'Empire des femmes, le tome 1 de la duologie Sapientia, de Cassandre Lambert, qui avait fait beaucoup de bruit avec la sortie de l'Antidote mortel, qui a priori avait beaucoup plu. Moi si vous voulez, j'avais là aussi un a priori, je sais pas pourquoi, j'étais pas... Comment dire, je pense que je vous ai déjà exprimé mon point de vue là-dessus, donc je vais peut-être pas réutiliser exactement les mêmes mots, mais globalement j'avais un peu peur de ce roman. Je trouvais le postulat de base dont je vais vous parler peut-être intéressant mais pas forcément super original. En fait j'avais peur un peu du mélange entre le postulat de base plus l'univers mythologique, enfin mythologique,
les inspirations de la mythologie romaine. Plus l'auteur, enfin l'autrice du coup, pourtant j'en avais rien lu d'elle, mais voilà, il y avait quelque chose, j'étais pas à fond. Mais je me suis bougé les fesses, je l'ai acheté, ça aussi on en a beaucoup parlé en vlog. On va commencer par un petit pitch. Donc nous sommes face à deux personnages, Hélios et Adona. Adona c'est la fille de la riche Eudoxie. J'ai oublié leur nom de famille, Canatos je crois, oui c'est ça, Canatos, Eudoxie Canatos, qui est on va dire la personne la plus riche et la plus influente de Espérale je pense. C'est vraiment la personne la plus influente, la plus riche, elle est présidente du tournoi dont on va parler. On a Hélios qui est un jeune homme donc qui vit sur l'île de Ténéros où vivent tous les hommes, puisque nous sommes dans une société matriarcale où en fait on se débarrasse des hommes à la naissance pour les envoyer sur cette île, et depuis cette île c'est pas très bien clair ce qu'ils deviennent, si ce n'est pour 200 élus je crois, en tout cas l'année dont on parle c'est 200 élus qui vont aller se battre dans des arènes, pour le coup ce sont des vraies arènes en mode gladiateur, pour s'entretuer, et ceux qui auront passer cette épreuve seront ce qu'on appelle des géniteurs. Les géniteurs sont mis aux enchères et les femmes, celles qui sont en tout cas inscrites sur la liste leur permettant de le faire, participent aux enchères, achètent un géniteur et puis quand voilà, elles font leur petite affaire, elles enfantent. Si c'est un homme, go sur Ténéros, et puis bah, si c'est une fille, elle l'élève elle-même. Et puis après elles font de l'homme leur homme de compagnie, ou alors elles l'envoient aux carrières. Voilà. Et donc Hélios, qui vit sur Ténéros, réussit à se faire choisir pour aller à Espérale et donc participer à ce tournoi dont j'ai oublié le nom. Globalement, ce qu'on comprend, c'est que Adona, c'est pas une jeune fille comme les autres, elle a pas super envie de s'inscrire sur cette liste, elle a pas très envie d'enfanter, tout simplement, d'avoir des relations charnelles. C'est pas quelque chose qui l'attire. Elle a un frère jumeau qui s'appelle Adonis qui lui a échappé à Ténéros parce que sa mère est riche et influente, et donc il a eu le droit à une certaine éducation qui en fera globalement un oncle, donc une nourrice. Et donc Adona, par cette relation qu'elle a avec son frère, elle a un comportement vis-à-vis des hommes qui est pas du tout ce qui est attendu des femmes de sa société. Soit, mais du coup on sent qu'elle réfléchit beaucoup plus. C'est surtout mis en valeur grâce à l'amie qu'elle a et qui s'appelle Sirène, je crois, qui elle pour le coup est vraiment le stéréotype, enfin je pense qu'elle représente les femmes normales, classiques, d'Espérale, enfin de Sapientia en gros, de façon à ce qu'on puisse comparer son comportement avec celui de Adona et mettre celui d'Adona en perspective en gros. Et à côté on a Hélios. Hélios que franchement j'ai pas apprécié comme personnage, donc forcément on est sur un beau gosse. Là où c'est intéressant c'est que c'est le personnage principal du côté homme, mais on a un duo en fait, puisqu'il arrive à se faire sélectionner avec un de ses amis qui est Nicolaos, qui lui est un black, charmeur, rigolo et tout, et le duo fonctionne plutôt pas mal à mon sens. Maintenant ce que j'ai trouvé extrêmement dommage, et dès le début, c'est que on sait quasiment tout de suite que Hélios et Nicolaos ont un plan, et je trouve que c'est amené beaucoup trop abruptement, beaucoup trop rapidement, et il y a une espèce de faux suspense qui s'installe parce qu'on est dans la tête d'Hélios et Nicolaos, et donc du coup nécessairement on sait qu'ils ont un plan, mais en même temps c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette dualité en mode ils vont parler et puis ils vont penser, enfin Hélios va penser à ce plan, mais on ne donne pas d'infos au lecteur. On est dans sa tête, il y pense, mais il y pense pas trop quand même. Hein, voilà, pas trop dans les détails. Moi j'aurais préféré qu'il y pense pas du tout, ou alors que ça fasse pas du tout partie des choses qui sont diffusées au lecteur, ou alors pas de cette façon-là. Je trouvais ça vraiment trop abrupt, et du coup ça gâche un peu une forme de suspense qui aurait pu être mis en place, alors que là on comprend à peu près tout de suite ce qui va se passer, et c'est du coup pas pas super intéressant quoi. En plus je trouve que leur plan repose sur énormément de choses qui ne dépendent pas d'eux, donc du coup c'est un peu un plan
en plan foireux, hein. On comprend assez rapidement qu'Hélios en fait il a une destinée. D'ailleurs ça c'est un concept que j'ai pas aimé. Enfin il a une destinée, non c'est pas une destinée au sens prophétie, mais lui il s'appuie beaucoup sur cette histoire de destinée. Il est destiné à accomplir son plan, il est destiné à accomplir sa mission. Ça revient trop et donc en fait dans ce cadre là il a été préparé, il a été enfin il a appris beaucoup de choses, il a été éduqué aussi. Il y a une histoire de district, on comprend que sur Ténéros il y a certains, enfin il y a des clans, districts, mais c'est pas plus développé que ça et c'est très dommage parce que j'aurais bien aimé comprendre comment les hommes ont recréé cette civilisation juste masculine de leur côté. Avec une forme d'éducation dans certains districts mais pas dans d'autres, enfin voilà, on comprend pas trop qui fait la loi, alors on sait qu'il y a des gangs, mais voilà, toute la partie sur Ténéros c'est pas du tout développé, alors peut-être que ça l'est dans le tome 2, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça manquait pour poser un cadre autour des personnages qui en viennent. Et donc du coup on comprend que Elliot a vraiment été éduqué dans ce but d'être envoyé là-bas à un moment donné pour mener à bien sa fameuse mission qui n'est pas du tout cachée, mais bon voilà, c'est-à-dire de devenir le géniteur de Adona Kanatos. J'ai pas l'impression de vous spoiler quoi que ce soit en vous disant ça tellement c'est pas très bien amené quoi. Moi la première chose dont je me suis fait la réflexion c'est le gars. Il a eu des infos sur énormément de choses, sur la façon dont vont se dérouler plein de choses, mais pas sur tout, et on sait pas pourquoi. Il y a certaines infos qui échappent complètement, alors qu'il en a d'autres qui paraissent très pointues. De la même manière, il a une cible, il sait le nom de sa cible, mais par contre personne s'est dit bah venez on va quand même lui faire une petite description physique, même à l'oral, hein, pas forcément besoin de lui envoyer un portrait, mais peut-être lui donner quelques infos quand même, hein. Ça me paraît pas très compliqué s'il reçoit des informations sur les autres choses. Et donc en fait ça, voilà, je trouve que c'est des petites choses comme ça qui sont évidentes mais qui auraient trop simplifié le scénario et donc du coup on rajoute des complications pour rien. Dans le même ordre d'idée que cette histoire de destinée, il y a d'autres passages un peu grandiloquents qui je trouve n'ont pas spécialement d'intérêt et je mettrai ça avec la plume du coup que j'ai pas appréciée. Alors pas que je l'ai pas appréciée, c'est que franchement elle est bateau. Il y a là aussi quelque chose d'assez oralisé parfois et en même temps on est face à quelqu'un, enfin à deux personnes qui sont relativement éduquées, mais parfois je trouve que la plume ne va pas avec. Elle a un aspect très simple et un peu, je vais pas dire haché, mais vraiment sujet verbe complément que j'ai trouvé dommage. De la même manière, et je pense que c'est parce que c'est une plume qui est jeune en fait, il y a le choix des mots parfois qui va pas, il y a certains mots de vocabulaire qui je trouve ne conviennent pas à ce qu'elle essaie d'exprimer. Du coup moi ça m'a posé quelques questions, mais pourquoi elle choisit ce mot là, et en fait j'ai compris par la suite, parce qu'il y a d'autres éléments du récit, qu'en fait c'était probablement pas le mot qu'elle voulait utiliser. En parlant de la plume qui est un peu jeune, il y a 2-3 fois où j'ai repéré des trucs. En fait on a des phrases qui sont complètement décousues, c'est-à-dire qu'on a vraiment un paragraphe qui a du sens. Et d'un seul coup il y a une phrase dans ce paragraphe qui a l'air d'avoir absolument rien à voir avec le reste. Alors soit c'est moi qui suis passée complètement à côté de ce que voulait dire l'autrice. Je pense que si vous voulez les deux éléments séparés sont deux éléments importants pour l'histoire, mais mis ensemble ben ça n'a, voilà, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de pertinence, donc c'est dommage. J'ai aussi repéré, alors j'espère que c'est une référence pour faire un peu drôle, à Spider-Man, hein, la fameuse phrase de grand pouvoir implique de grandes responsabilités, qui a été un peu modifiée, changée, mais globalement c'est ça. Voilà, c'est un clin d'œil j'espère, parce que sinon ça fait juste réappropriation. Quand je vous dis qu'il y a un manque d'informations sur Ténéros, c'est pas que sur Ténéros qu'on a un manque d'informations. On est quand même sur la construction d'un monde complètement matriarcal, donc très différent des inspirations du coup romaines en l'occurrence. J'ai trouvé le concept finalement intéressant, j'avais peur que ce soit mal amené ou quoi, ça c'est bien fait. En revanche ce que je trouve dommage c'est qu'on n'ait pas d'infos un peu plus... Après c'est peut-être moi qui en demande trop, c'est peut-être parce que c'est de la jeunesse, enfin young adulte, mais je trouve qu'on n'a pas assez d'infos sur le background des personnages, comment ils vivent au quotidien, de quoi ils vivent. Adona, on sait qu'elle a des loisirs, qu'elle suit des cours, qu'elle est très bonne scolairement parlant, mais elle fait, enfin c'est quoi ses cours, qu'est-ce qu'elle...
On a quelques petites touches d'informations, on sait qu'ils travaillent sur globalement des poétesses, des philosophesses, enfin, voilà, des choses très féminines et c'est très bien, mais j'aurais aimé du coup avoir un petit peu plus, juste un petit peu plus, un jour où on va la suivre vraiment sur un cours ou sur une journée normale, ou voilà. C'est peut-être mon petit regret. De la même manière, on a parfois quelques détails sur des tenues vestimentaires et parfois pas du tout. Ce qui peut, pareil, ce qui m'a amené à repérer quelques, enfin moi ce que j'appelle des incohérences, parce qu'à un moment on nous dit que elles vont prendre leur robe de cérémonie qui je crois sont un peu, en tout cas décrits comme des uniformes, enfin j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Et en fait on se rend compte que non. Pareil, les hommes ils sont censés porter que un pagne, mais en fait on comprend qu'ils ont des vêtements, mais on sait pas trop à quoi ressemblent les vêtements des hommes d'ailleurs. Pareil, avant le fameux tournoi, les hommes qui ont été sélectionnés ont le droit enfin ont le droit, ils vont s'entraîner. On n'a aucune indication sur les séances d'entraînement. Je crois qu'il y a 2 fois on parle de banc de musculation et une fois où ils courent en relais. Voilà, et c'est tout. Et du coup je trouve ça assez dommage. De pas avoir peut-être misé un petit peu plus sur l'aspect du coup entraînement de gladiateur. Ensuite concernant les personnages, je vous l'ai dit, Helios moi il m'a un peu gavé, je l'ai pas trouvé super intéressant et je l'ai trouvé particulièrement bête. C'est-à-dire que quand même à un moment donné il demande un papier et un crayon, donc on comprend que c'est l'un des seuls qui sait lire et écrire, et à un moment donné il va quand même demander un bout de papier qui se transforme par la suite en calepin, hein, voilà, avec un bout de papier et un crayon, et dessus il va écrire les 6 étapes de son plan pour mener à bien sa mission, c'est-à-dire juste le truc qu'il est censé garder secret, qui peut mettre sa vie en danger et le faire, voilà, je vais pas le faire passer, mais le faire reconnaître comme étant un traître. Il va les écrire, et franchement, et les 6 points ils sont écrits dans le bouquin, et je me dis mais comment, enfin pourquoi en fait, pourquoi faire passer ce mec pour un gros teubé? Je veux dire, il y a 6 choses à retenir, ça tient sur, littéralement quand on les met tous bout à bout, ça tient sur 2 lignes je pense, même pas. Et c'est des trucs mais d'un bateau. Et finalement en plus comme c'est une liste secrète, il peut pas la consulter, donc finalement quand il fait appel à son plan, il va consulter sa liste mentale en fait. Donc ça ne sert à rien. C'était vraiment inutile. Je me suis dit c'est peut-être pour un petit plot twist par la suite qui aurait eu du sens à ce que le carnet soit découvert ou quoi, mais même pas au fait, alors que pourtant il y a des occasions que ce soit découvert, donc j'ai trouvé ça mais inutile, et c'est vraiment le faire passer pour un gros teubé. D'un autre côté, ces formes d'échange avec Adona le font effectivement passer pour un gros teubé, alors que c'est censé être quelqu'un d'éduqué et d'intelligent. Adona en revanche c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, je l'ai trouvée très intéressante, peut-être trop effacée, mais ça fait partie de son caractère. Surtout je pense à côté de ce fameux personnage de sirène. Donc voilà, c'est pour moi le point positif, c'est le personnage d'Adona. Maintenant tout ce qui tourne autour de Helios et sa mission, j'ai trouvé que c'était mal amené, mal fait, et finalement au niveau du final c'est un peu pareil, comme on s'en doute et comme on a finalement toutes les infos, qu'il n'y a pas de surprise. Le seul truc qui, voilà, on pourrait se dire bon ils vont être empêchés de mener leurs choses à bien, même pas tant que ça. J'ai pas adhéré forcément aux autres personnages. Par contre je note une intégration de diversité culturelle en termes de description de personnages, voilà. Même si c'est pas du tout expliqué comme étant, présentées comme étant différentes ethnies, hein, voilà, les femmes on a l'impression qu'elles viennent toutes du même moule. Il y a une chose aussi, une question que je me suis posée qui est vraiment de l'ordre du très terre à terre. On va sélectionner des hommes sur une île où tous les jeunes enfants, les jeunes garçons sont envoyés pour les présenter en tant que géniteurs à des femmes. Mais en fait il n'y a rien qui est vérifié sur leur identité, donc je me pose la question de comment on évite la consanguinité. Je pense que juste un petit mot là-dessus ça aurait été bien, sans forcément inventer un système, mais dire que voilà, ça arrive d'avoir des malformations et que dans ce cas-là on se débarrasse du bébé et de l'homme et puis hop on choisit un autre géniteur, enfin quelque chose comme ça. Donc j'ai pris énormément de notes là, franchement je les ai passées mais vitesse éclair les gars, mais il y a plein de petits détails qui m'ont vraiment empêché dans ma lecture, à savoir que vraiment toutes les 2 pages je notais un truc sur mon téléphone en mode mais pourquoi, et sans, contrairement à Sistra, j'avais pas la réponse après en fait.
Je trouve ça dommage parce que franchement il y avait du potentiel, il y avait vraiment du potentiel sur cet univers. J'aurais aimé, voilà, sur la partie gladiateur pareil, je trouve que ça n'a pas été bien exploité. Il y a une scène qui m'a fait rire, c'est-à-dire qu'il y a un mec, à un moment ils doivent s'entretuer tout ça, et il y a un gars, il attrape quelqu'un par derrière, il va pour lui trancher la gorge et d'un seul coup il s'arrête alors qu'il est dans une arène entourée par les vivas de la foule, les sifflets, les applaudissements, mais il entend l'arbitre lui dire de s'arrêter. Ça aurait mérité de dire que l'arbitre était toujours près d'eux ou j'en sais rien en fait, mais là bon. Bref, c'est que des petits trucs comme ça auxquels je repense. En fait, ce qui me gêne, c'est que malgré ce beau potentiel, je pense que je peux pas en faire un gagnant en fait. Donc ça va être très difficile. J'ai pas encore choisi lequel des 5 je vais voter. Il va falloir que je revoie mon avis sur Mémoire de la forêt. Mais c'est difficile, c'est difficile. Maintenant, ce que je retiens, et en conclusion de cette vidéo, qui je pense est quand même très longue pour une présentation, c'est que je m'attendais à passer des moments pas agréables. Vraiment. J'y allais en traînant des pieds. Et en fait, j'ai pas passé des moments désagréables. Vous voyez, j'ai même eu une bonne surprise, je pense, avec Sistra, qui me faisait vraiment pas plus envie que ça au début. Tiziri, je pense que l'autrice a gagné en maturité par rapport à ce qu'elle nous avait sorti avec les ailes d'émeraude. Donc il y a du positif quand même, puis il y a le message écologique, tout ça, donc bon voilà. Et les royaumes immobiles, du coup, finalement, très bonne surprise d'avoir réussi à adhérer à l'univers alors que je m'attendais à pas l'aimer du tout. Donc voilà, j'arrête là pour cette vidéo parce que à mon avis elle est beaucoup trop longue. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et surtout je vous attends dans les commentaires parce que je sais que j'ai des avis un peu peut-être tranchés sur des bouquins qui ont plu à beaucoup de monde, donc je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.